mais je vais dire donc quelques mots à propos de ce livre émouvant, qui est un véritable témoignage théorisé du moment terminal d'une vie. C'est très rare. Un livre bouleversant à plusieurs titres, que l'on peut lire comme l'envers des premières publications de Daniel Brun, l'enfant donné pour mort, le verso du recto de celle qui traitait de sa pratique de psychologue, de psychanalyste en cancérologie, ce que souligne la dédicace au docteur Odile Schweizgut, qui fut médecin-chef du service où elle travailla. Il s'agit maintenant de son expérience de malade, qui la divise entre la psychanalyste qu'elle est et la malade qu'elle est devenue. Et cette division se retrouve entre Madame Vertigo et DB, comme elle l'écrit, Daniel Brun. Daniel Brun entre son moi fondamental et ses moi superficiels, sociaux, entre la personne et le personnage, entre l'enfant intérieur et l'adulte. La même question parcourt tous ses ouvrages, le premier comme le dernier. Une question posée à la médecine moderne, on en a beaucoup parlé, à la médecine scientifique. Que fait-on du désir du sujet ? Qu'est-ce que cette médecine fait du corps de désir qu'elle écarte nécessairement ? Et c'est un véritable plaidoyer in vivo pour le combat de sa vie, à savoir faire entendre ce que la médecine, en devenant scientifique, avait abandonné, et que la psychanalyse a recueilli dans la voix, dans la parole de ces femmes qui ne renonçaient pas à leur désir jusqu'à le constituer en symptômes adressés à cette médecine devenant sourde. En effet, Foucault, tout comme Lacan l'ont souligné, on en a parlé, la médecine en devenant scientifique a laissé de côté cet aspect du corps, par nécessité, celui du désir, celui de la jouissance, pour un corps cadavre, celui de la méthode anatomo-clinique, où, je cite, « le regard médical demande à la mort le compte de la vie ». Car la science, par définition, ne fait pas de place au sujet, c'est même sa condition. Elle l'exclut pour se constituer. Un pas a été franchi depuis Bichat, et c'est la forme même du corps qui disparaît. Je rappelle que la forme du corps, c'est l'âme pour Aristote. Disparition laissant place à un organisme démultiplié entre des composants d'une incroyable mécanique, à quoi répond la surspécialisation médicale. Ce dispositif aboutit à la médecine personnalisée, à laquelle Daniel, on l'a dit, oppose la médecine personnelle. Médecine personnalisée que l'on peut entendre au sens où Foucault pouvait dire que nous sommes dans un monde dont la vérité, disait-il, est le panopticon de Bentham, c'est-à-dire un monde non pas où nous sommes désidentifiés, ce qu'on peut croire aujourd'hui si on lit un peu les mouvements sociaux, mais dans un monde où nous sommes suridentifiés, non seulement par les multiples numéros sous lesquels nous sommes identifiés, numéro INSEE, numéro de sécurité sociale, adresse e-mail, numéro de portable, etc., mais aussi l'ADN, génotype à qui nous demandons aussi bien une vérité illusoire, celle de nos origines, qu'une figure du destin, nos susceptibilités, c'est-à-dire le nom des épées de Damoclès qui nous surplombent silencieusement. Daniel tombe malade parce qu'elle a le gène. En même temps, les avancées technoscientifiques de la médecine sont indiscutables, tout comme les bienfaits qu'on en reçoit. Et Daniel ne les discute pas, au contraire, mais elle interroge une expérience qui, étant donné la place que la médecine a pris dans nos vies, qui s'allonge, sera l'expérience de chacun. Car la pratique médicale n'est pas que science et technique, elle ne se résume pas à l'application des protocoles. L'intelligence artificielle le fera aussi bien. Elle est aussi parole, échange, partenariat, pour reprendre son mot, avec celle que Daniel nomme d'un nom qui dit le cœur de ce lien qu'il convient de ne pas méconnaître, ma médecin, en un seul mot, dont vous entendez les résonances. À cette soumission au discours de la science, Daniel ne consent pas. Ce qu'elle ressent dans son corps ne doit pas être ignoré. Elle ne veut pas se sentir malade en prenant de quoi ne pas être malade. Elle veut faire entendre, face à ce qu'elle appelle une militarisation du soin, une révolte intérieure contre le carcan de la pensée scientifique, dit-elle en citant Freud. Le mouvement de Daniel n'est pas de s'opposer à ce qui fonctionnerait comme un discours du maître pour en appeler implicitement à un qui serait plus puissant, mais d'interroger ce discours qui construit la surdité des soignants, leur mode de défense.
Le symptôme contemporain est, souligne-t-elle, cet écart entre la satisfaction des médecins et l'insatisfaction des malades. Insatisfaction paradoxale étant donné les progrès considérables de la médecine. Elle ne se résout pas à laisser, pour reprendre encore le mot de Foucault, la vie entrer dans le domaine du pouvoir. Elle défend coûte que coûte ce à quoi elle a voué sa vie, cette alliance avec de la psychanalyse avec la médecine, celle qu'avaient introduit Michael Balint, Ginette Rimbaud, Génie Aubry et Daniel Brun elle-même, avec Pierre Royer, Odile Schweizgut, Arnold Munich, et d'ailleurs, il me faut nommer avec Arnold ceux qui ont contribué, qui ont soutenu, qui se sont inscrits dans la création du laboratoire psychanalyse et médecine qu'elle a créé à l'Université Paris 7. Je veux nommer Jean-Christophe Talabar, Arnold Munich, Jean-Claude Amezen et Bernard Gols. Cette alliance qui, en travaillant avec les patients, avec les familles, mais aussi et surtout avec les médecins, leur permettait d'entendre quelque chose de ce désir. Certes, cette question ne relève pas de la science, mais elle est le cœur de la médecine et fait retour aujourd'hui dans le déploiement des comités d'éthique. Désir dont la démarche réductrice de la médecine contemporaine ne sait que faire. Médecine contemporaine essorée de plus, cela a été dit, par une administration qui fait primer la gestion économique du temps et des pratiques sur les nécessités du soin. Daniel se souvient, elle en parle dans le livre, d'une tante qui terminait la série de ses reproches, de ses consignes éducatives par un « tiens-toi-le pour dit ». Or, justement, Daniel ne se le tient pas pour dit. Il y a toujours Madame Vertigo, cette part plus ou moins consciente derrière le jeu social codé, qui soutient ce désir qu'elle ne renonce jamais à essayer de faire entendre. Une bonne éducation ne devrait-elle pas laisser une place à l'indiscipline ? Ce livre témoigne ainsi du désir de la femme qu'elle aura été, désir qu'elle n'opposait pas aux médecins, mais qu'elle cherchait à faire entendre au-delà de l'écoute. L'ironie effroyable de cet ouvrage est qu'il se termine par une démonstration terrible de son objet, par une surdité médicale, une erreur qui lui coûtera la vie, les médecins n'ayant pas voulu entendre ce que ce livre soutient magnifiquement.